Bonjour et bienvenue au sommet de la psychopédagogie positive. Alors aujourd'hui, moi je suis très très contente puisque je vais discuter avec Valérie Echenlo. Valérie Echenlo, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, ça fait seulement 25 ans. On s'est rencontrés sur les bancs du CNAM quand on a repris des études en psychologie du travail. Et donc, on continue de travailler ensemble au sein de la Fabrique à Bonheur. Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle. Est-ce que tu veux bien te présenter et présenter l'ensemble de tes activités pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, moi, je suis donc psychologue du travail, puisque nous sommes rencontrés sur les bancs du CNAM, toutes les deux été diplômées. Je suis psychologue du travail, donc j'ai un cabinet où j'accompagne les personnes en souffrance au travail. Et dans la souffrance au travail, il y a des difficultés cognitives, il y a certes des burn-out et d'autres choses agréables qui se passent au travail, mais il y a aussi la souffrance cognitive. Donc, je reviendrai dessus. Et puis, je suis aussi formatrice, donc formatrice en psychologie du travail. Et pour la Fabrique à Bonheur, je- entre autres, je forme à ce qu'on appelle la gestion mentale. Donc, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc, et puis, voilà, comme tu le sais, j'anime des groupes d'analyse de pratique, des interventions d'entreprises diverses et variées. Voilà. Bon, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est surtout sur l'aspect activité cognitive voilà. Et en fait, j'accompagne dès que je peux toutes les jeunes, les adultes, toutes les personnes qui ont des difficultés ou ou qui veulent améliorer leur rapport au monde euh, cognitif. Voilà, on va toucher tout le domaine de la connaissance. C'est quoi justement quand tu dis l'activité cognitive, toi tu définis ça comment? Parce que on entend souvent ce terme-là, comme si tout le monde était OK et qu'on savait de quoi on parlait. Et puis en fait, c'est bien de leur définir peut-être. Alors, en fait, l'activité cognitive, c'est toutes les capacités du cerveau en lien avec la connaissance. Donc, en fait, c'est ce qui va, c'est toutes les activités du cerveau qui vont nous permettre de gérer en, en fait la connaissance. Donc, ça va être, on entend beaucoup parler de l'attention, par exemple, de la mémorisation, mais c'est aussi comment on comprend le monde, comment on donne du sens à ce qui nous entoure, euh, comment on va réfléchir, résoudre un problème, comment voilà, c'est toutes les activités qui vont être en lien avec la connaissance. Et on sait qu'aujourd'hui, le monde bouge vite et apprendre est vraiment enfin, on apprend tout le temps. On apprend depuis qu'on est né, en fait. De toute façon, ça a toujours été. À partir du moment, même avant, je pense qu'on apprend avant, mais on va s'intéresser déjà. Comment on Euh, arrive au monde? voilà, quand on arrive. C'est-à-dire qu'on apprend à partir du moment où on est au monde, dans les deux sens du terme, on apprend à donner du sens à ce qui nous entoure. Et puis on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à manger, voilà, on développe tout un certain nombre de capacités. Et tout au long de la vie, jusqu'au bout, on apprend, on continue à apprendre parce qu'on continue à s'adapter au monde. C'est un peu ce qu'on pourrait dire, en fait, toute l'activité mentale, de réflexion, de attraper les informations, etc. Peut-être, alors j'aime pas le terme par opposition parce que ça intervient aussi, mais par rapport à une activité qui serait plus émotionnelle, qu'on place un peu autre part. Voilà, bon, on a plus l'habitude d'ailleurs. Aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur notre rapport émotionnel, affectif au monde. Euh, et euh, on a l'impression que c'est celui qui va déterminer Oui. beaucoup notre relation aux autres et au monde. Et en fait, moi, dans mon approche, je pars du principe, évidemment que c'est important, mais que la façon dont le monde existe dans notre tête, le rapport vraiment cognitif, le rapport de connaissance au monde est très très important parce que
quand on lui donne du sens ou pas, ou selon le sens qu'on va donner, bah, évidemment, ça va avoir un impact sur nos émotions. Donc, c'est pas toujours les émotions qui sont premières et la cognition ensuite. Oui. C'est quelquefois et souvent la cognition qui va déterminer le rapport émotionnel au monde. Oui, c'est ça, ça marche un peu dans tous les sens, même quand on dit l'approche tête-cœur-corps, on dit aussi l'approche corps-cœur-tête, mais ça va dans, voilà, ça monte ou ça descend et c'est un peu différent. Exact- Et Exactement, ça va toi, tu es certifié, diplômé en gestion mentale. Donc, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que la gestion mentale, qui a parfois été entendue comme un gros mot, hein. Il y en a qui entendent gestion mentale égale manipulation mentale, et c'est bien autre chose. Donc, est-ce que tu peux nous définir ça? Alors, j'ai découvert la gestion mentale grâce à toi, souviens-toi, c'est toi qui m'a fait découvrir la gestion mentale, je t'en souviens plus, mais voilà, c'est Je grâce m'en à souviens plus, toi, c'est trop loin. voilà, il y a quelques années. Euh, et puis, bah, tu me l'as fait découvrir, puis moi, j'ai continué, j'ai continué à pratiquer, j'ai continué à me former. Donc, je suis devenue praticienne en gestion mentale, ce qui a mis quelques années, parce que c'est une formation longue. Et puis après, voilà, j'ai poursuivi pour devenir formatrice en gestion mentale. Alors, la gestion mentale, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qu'on qu'on appelle soit une pédagogie des moyens d'apprendre, soit une psychologie des moyens d'apprendre, une psychopédagogie. C'est-à-dire qu'on va accompagner les personnes à mieux apprendre, à être à, à être plus acteurs de leur apprentissage. Donc, quand je dis les personnes, c'est parce qu'on s'adresse aux jeunes essentiellement. La gestion mentale, c'est d'abord développée auprès des jeunes, mais elle peut s'appliquer, encore une fois, à tout âge de la vie, puisqu'on apprend à tout âge de la vie. En fait, c'est une discipline qui va mettre l'accent sur le fait que non seulement on doit transmettre des savoirs, c'est à l'école, on transmet les mathématiques, l'histoire, etc. Mais en parallèle de la transmission des savoirs, il est nécessaire de transmettre le comment on va acquérir ces savoirs, Ouais. comment on s'y prend dans notre tête. Comment? Parce que il y a des élèves pour lesquels il y a des disciplines qui sont plus faciles, hein. Ça, voilà, on va dire ça. Ça rentre tout seul, comme disent certains. Ça Ça rentre tout seul. J'allais le dire, rentre tout t'as osé le seul, dire, hein, ça rentre tout seul. j'hésitais. Magique. Voilà, ça rentre tout seul, qui savent s'y prendre, voilà, c'est facile. Et puis des personnes pour lesquelles certaines disciplines ou certaines actions mentales sont plus difficiles parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi spontanément. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi spontanément qu'ils ne peuvent pas l'acquérir. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important en gestion mentale, c'est que c'est un combat vraiment en ligne, Ouais. actif, contre toute cette notion de il y a les doués et les pas doués. Oui, Euh, Bah, non, il n'y a pas les doués et les pas doués. Il y a ceux qui ont plus facilement accès au mode d'emploi et ceux qui n'ont pas le mode d'emploi. Mais le mode d'emploi, il peut se lire, il peut s'apprendre, il peut se transmettre. Donc, on peut apprendre, accompagner un enfant, un jeune, à être attentif. On peut lui expliquer comment on peut être plus efficace dans la mémorisation. On peut expliquer comment imaginer. C'est un truc, voilà, on n'est pas, il n'y a pas ceux qui ont de l'imagination, et puis tu sais, on entend, oh bah de toute façon, j'ai pas d'imagination, moi, je suis. Bah, en fait, l'imagination, ça se développe aussi, ça s'apprend aussi. En effet, gestion mentale, tu disais, ça vient c'est un terme qui peut faire peur parce qu'on dirait que voilà, c'est de la manipulation. En fait, gestion mentale, ça vient de gestes mentaux. Au début, enfin, vraiment, euh, ça vient de gestes mentaux puisque le créateur de la gestion mentale, dont je parlerai juste après peut-être, il a décrit toute l'activité cognitive en 5 gestes mentaux. Être attentif, mémoriser, comprendre, imaginer, réfléchir. Et grâce à la combinaison de tous ces gestes mentaux, on peut décrire toute l'activité cognitive
Oui, c'est ça qui est super d'apprentissage. intéressant dans la gestion mentale, c'est que quand on dit apprends ta leçon, si on est un parent et on dit apprends ta leçon, on va souvent entendre que apprendre, c'est mémorise. Et en fait, Mhm. apprendre, c'est plus grand que ça. Il y a ces 5 gestes dont tu parles, c'est que il ne m'est pas possible de mémoriser si je suis pas attentif à ce que je vais faire, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça élargit la notion de l'apprentissage à plus grand que de la mémorisation, parce que sinon, faire rentrer dans sa tête, ça suffit pas. Et l'autre chose que j'aime beaucoup dans ce que tu décris, c'est la question de on sort des croyances. Il est intelligent, il n'est pas intelligent, on sait faire, on ne sait pas faire, je suis doué, je suis pas doué. C'est comme ça et c'est comme si on avait tiré à la maternité, pas de bol, t'as pas tiré le bon bébé, tu as tiré celui qui ne va pas y arriver, puis les autres ont eu de la chance. Ils ont eu le bébé qui allait être excellent dans les études. Et ça ne présume de rien, en fait. Ce que j'aime dans cette approche, c'est aussi le fait, comme tu le dis, qu'on est acteur de ces gestes mentaux et toi, tu vas accompagner pour comprendre, tu vas accompagner l'autre pour qu'il comprenne comment il fait lui-même et qu'il remette la main dessus. Donc, est-ce que tu vas nous dire d'où ça vient? Là, justement, tu l'as un petit peu abordé, mais comment c'est arrivé? Comment on se rend compte tout d'un coup qu'il y a 5 gestes? Qui est-ce qui le fait? Et, c'est quoi la petite histoire ou Alors, la grande histoire d'ailleurs? le créateur on va dire le créateur, fondateur, l'inventeur de la gestion mentale, c'est Antoine de la Garandrie, qui est un monsieur qui est né en 1920 et est décédé en 2010 et qui était, alors, à la fois, moi j'aime bien le présenter comme un, un triple expert. Il était à la fois philosophe, pédagogue, et il avait une posture vraiment de chercheur toute sa vie. Et ça, c'est ces trois caractéristiques-là qui font l'identité de la gestion mentale. Alors, et puis il a une histoire personnelle aussi qui fait qu'il a, qui a été à l'origine de la gestion mentale. Alors, rapidement, l'histoire personnelle, on peut la trouver partout parce qu'il l'a beaucoup racontée, mais s'il l'a beaucoup racontée, c'est qu'elle est vraiment fondatrice. C'est que c'était un très bon élève, une très bonne famille, un très bon élève. Il voulait apprendre. C'était un élève qui avait envie d'apprendre et qui aimait apprendre. Et puis un jour, il a rencontré des difficultés. À un moment, il a commencé à plus y arriver. Il n'y arrivait plus. Et puis, il était vraiment malheureux de plus y arriver, mais comme il était adolescent, et puis qu'il y avait des difficultés dans sa famille, etc., des histoires de déménagement, etc., on a dit, oh bah oui, mais en fait, il a un poil dans la main, il est adolescent, il veut plus travailler, etc. Mais lui, à l'intérieur de lui, c'est pas du tout ce qu'il vivait. Il vivait, lui, vraiment, c'était vraiment quelque chose de très difficile pour lui de ne pas y arriver. Et en fait, petit à petit, donc on était dans des années où les diagnostics médicaux n'étaient pas faciles, où il était, voilà, on était dans une autre culture, on écoutait moins les enfants, enfin tout ça. Et du coup, petit à petit, on s'est aperçu qu'en fait, il n'entendait pas. Au Il sens n'entendait propre, hein, pas. c'est vraiment. Au sens propre du terme, il n'entendait pas. Il a été atteint d'une maladie évolutive qui, petit à petit, il entendait de moins en moins. Et alors, bah, et on est à une époque où il n'y avait pas beaucoup de photocopieuses, hein, donc, donc il n'y Ni a en pas beaucoup de photocopieuse, ni appareil auditif, hein, on rappelle. ni appareil auditif, il y avait pas tout ça. Donc il entendait il l'entendait pas. Et donc quand il était évalué, quand il faisait des compositions, comme il disait, ou bah, il avait des connaissances à trous. Il avait tout ce qu'il avait pu lire, bah, il l'avait. Et il pouvait en effet élaborer ses connaissances à partir de ce qu'il lisait, mais pas à partir de ce qu'il avait entendu, puisqu'il n'avait pas entendu. Mais quand on n'entend pas, on ne sait pas qu'on n'a pas entendu, Ben oui. puisqu'on n'a pas entendu. Voilà. Donc, c'est pas aussi facile que ça, hein. Un enfant, on le sait bien, quand il n'entend pas, bah, enfin, un adulte aussi d'ailleurs, bah, on met un temps avant de se rendre compte qu'on n'entend pas, puisque si on n'entend pas, c'est qu'on ne peut pas savoir que ça existait. Vraiment, voilà. Donc, donc petit à petit, les choses, ça a mis quelques années, bon, il a même redoublé, etc. Et cette souffrance jeune a été vraiment à l'origine de sa volonté de vouloir aider les élèves
à progresser. Mm. Donc, il a vraiment, enfin, il a toujours dit, il a toujours raconté que c'était vraiment extrêmement fondateur, même sa veuve continue à le dire, euh, que c'était vraiment fondateur de vouloir aider les élèves et de vouloir comprendre, bah, les aider à, quels que soient leurs moyens, quelles que soient leurs difficultés, quelle que soit leur, on dirait aujourd'hui, situation de handicap, euh, 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 comment les aider, quel que soit leur point de départ. Et voilà, en gestion mentale, on parle d'éducabilité, hein, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, je fais le lien, c'est-à-dire le principe d'éducabilité, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de départ, quelles que soient les capacités de départ, quelle que soit l'histoire, on peut accompagner un enfant à être plus efficace, plus acteur, avoir plus de plaisir. Il est éducable. On peut le faire progresser. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire, on peut l'amener à faire une thèse de mathématiques, tous les enfants à faire des thèses de mathématiques ou à devenir euh, voilà, des champions du monde de maths, d'histoire, ou etc. Mais on peut les faire progresser, on peut les faire réussir. Et du coup, ça recoupe ce qu'on découvrira bien plus tard en neurosciences sur la plasticité cérébrale, hein. C'est-à-dire qu'on est éducable tout au long de notre vie et que c'est pas figé, heureusement. Et donc, Antoine de la Garandrie, lui, il le sait dès les années 40, quoi. En fait, il en fait l'expérience et il comprend ça très tôt, quoi. Voilà, très tôt. Et après, alors du coup, et bon, il a fait des études de philosophie, puisqu'il a été passionné de philosophie. Il a fait des études de philosophie. Il est devenu enseignant en philosophie. Pour la petite histoire, il a été refusé à l'agrégation parce qu'il était sourd et qu'on pouvait pas. On lui a dit, bah, vous pouvez pas être enseignant puisque vous êtes sourd. Enfin, et en fait, il a fait toute sa carrière comme enseignant parce que c'était un monsieur extrêmement, on va dire, têtu, au bon sens du terme puisque Obstiné. c'était pas obstiné. Donc, il a fait toute sa carrière comme enseignant en philosophie. Et puis, petit à petit, il s'est intéressé voilà, dans les années 70, 80, il s'est intéressé, il a essayé de comprendre, de mettre en forme tout ce qu'il avait compris de l'apprentissage des élèves. Et puis, il les a questionnés. En fait, c'est ça c'est que tout le corpus de la gestion mentale, à la fois en termes de savoir et de savoir-faire, ça vient du questionnement. C'est-à-dire que c'est pas du tout de la théorie qui a été appliquée, hein. C'est vraiment, il a questionné les élèves et il a questionné les bons élèves d'abord, ce Oui, qu'il moi appelait les j'aime cracks. beaucoup, ouais, j'aime beaucoup le fait qu'ils disent comment font pour réussir ceux qui réussissent. C'est Tout beaucoup plus à fait. intéressant de dire pourquoi tu échoues. Donc, mais comment tu fais pour réussir quand tu réussis pour pouvoir ensuite aider les autres, quoi. Et en fait, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment une position qui était très très innovante, hein, enfin, Oui, 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 bien sûr. À l'époque. qui reste, mais à l'époque, c'était très innovant, hein, puisque la PNL après a repris ça un peu, Oui, oui, euh, voilà, enfin, pas après, en parallèle aux oui. États-Unis, euh, pr- partait de ce principe-là, mais c'était très innovant. C'est qu'il est allé voir les bons élèves, les cracks, ce qu'il appelait les cracks, et il leur a demandé, mais comment vous faites pour réussir? Comment vous faites pour faire vos compositions vos dissertations de philosophie? Comment vous faites pour apprendre? Comment vous faites pour mémoriser les théories de l'un ou de l'autre? Comment vous faites pour... et en fait, c'est comme ça qu'il a commencé à modéliser et à en tirer des grandes lois. Et ce qui est très Donc, difficile d'ailleurs, parce que quand on réussit, quand on fait les choses de manière naturelle, on n'a souvent aucune conscience de ce qu'on met en œuvre. Donc lui, il a poussé le questionnement au plus loin pour aller tirer tous les fils et faire accoucher les cracks, les bons élèves, de leur manière de faire. Donc eux-mêmes en ont pris conscience. C'est ça qui est quand même génial dans son approche. alors, je rebondis sur tout ce que tu dis, c'est que dans la pratique de la gestion mentale, en effet, ce qu'on appelle le dialogue pédagogique, la technique d'entretien est très poussée. En effet, c'est une technique d'entretien particulière qu'il a construite justement au fil de ses recherches. Il a construit ces techniques qui permettent d'aller
d'aider un apprenant à découvrir Mhm. ces stratégies d'apprentissage, parce que tout le monde en a des stratégies d'apprentissage, tout le monde a des stratégies d'apprentissage qui fonctionnent dans certains domaines. Ouais, Et puis, il en a tiré aussi, également des grandes lois, et ce qui a permis de décrire en particulier les gestes mentaux et de pouvoir décrire aussi, de faire un petit éventail de toutes les différentes façons qu'on peut avoir de fonctionner, puisque chacun a des façons de fonctionner et il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de fonctionner. Il y a tout un éventail de possibilités, euh, voilà, et qui permettent plus ou moins facilement ouais. de, de- d'avoir des activités cognitives, de mener à Ouais, bien c'est des une activités cognitives. pédagogie qui est ultra inclusive, c'est-à-dire qu'on accueille, venez comme vous êtes, hein, donc ça c'est déjà une chose. C'est aussi une pédagogie de la réussite, alors pas au sens de réussite forcément scolaire, académique, comme tu le disais, tout le monde ne va pas aller faire, je sais pas quoi, l'ENA ou Sciences Po si ça fait rêver encore, mais en tout cas, chacun va se réapproprier sa façon de faire pour pouvoir se sentir en réussite dans ce qu'il met en œuvre, donc d'avoir la main. Nous, on dit le pouvoir d'agir en psychologie du travail, mais d'avoir ce pouvoir d'agir sur son apprentissage et même sur sa façon de travailler, etc. Donc, c'est en ça que c'est vraiment, j'allais dire, oui, c'est génial, quoi. C'est génial, c'est porteur, c'est respectueux du fonctionnement de chacun. Donc et pour autant, cette approche-là, elle a été, comme pas décriée, mais en tout cas refusée par une partie de l'enseignement et des pédagogues en son temps, hein. Et maintenant, ça commence quand même un peu, mais tellement longtemps après, à se généraliser. On comprend que c'est important de comprendre ce qui se passe dans la tête des élèves, pas en ouvrant le crâne, hein, mais en questionnant justement. Donc, est-ce que la... Ouais, vas-y, je te donne la Oui, parole. oui, bah, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'en fait, oui, bon, il y a eu plusieurs aspects, mais il y a un des aspects que tu mets, enfin, auquel ce que tu dis me fait penser, c'est que, en fait, dans la gestion mentale, on va inviter à ce qu'on appelle l'introspection. La base de la gestion mentale, c'est l'introspection. C'est-à-dire qu'on va demander à l'apprenant on va l'inviter à aller voir ce qui se passe dans sa tête. Mhm. Ah, c'était extrêmement difficile et ça faisait pas partie du tout on va dire, de l'enseignement, de l'idée que se faisaient les enseignants et tout le milieu éducatif de l'enseignement. C'est-à-dire que dans l'enseignement, on a une discipline, on la transmet, euh, on s'intéresse à la discipline, mais pas du tout à ce qui se passe dans la tête. Donc là, c'était vraiment trop nouveau, trop différent. Et curieusement, même si l'approche est totalement différente, c'est l'avènement des neurosciences Ouais. le développement des neurosciences qui permet à la gestion mentale maintenant d'être plus acceptée. Parce que bah, maintenant, on s'intéresse à ce qui se passe dans la tête. Et puis d'autre part, les neurosciences qui ont une approche totalement inverse de la gestion mentale, hein. La gestion mentale, on part de l'élève, on lui demande ce qui se passe dans sa tête et on en déduit des lois générales. Les neurosciences, c'est qu'on va on va aller observer le cerveau et on va lire des connaissances dans l'apprentissage. Donc, c'est deux voies différentes, mais en fait, les neurosciences ne font que confirmer, d'ailleurs, reprennent des fois un peu du vocabulaire de la gestion mentale, ça nous amuse, nous, parce que et ça ne fait que confirmer ce que la gestion mentale avait déjà mis en place. Oui, 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 il Donc, avait ça déjà observé. voilà, ça développe aussi d'autres choses, hein, voilà. Mais sur ce qui est commun, en fait, et l'avantage de la gestion mentale, c'est que c'est une discipline qui permet d'accompagner. Alors que les neurosciences, ça donne des lois générales, mais Oui, il n'y a pas de technique d'accompagnement. Alors qu'en gestion mentale, on a vraiment
un processus, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'intéresser aux réussites, à ce que réussit l'élève. Alors quand je dis l'élève, c'est le jeune plutôt, en dehors de l'école, souvent. On va aller chercher dans ses loisirs, dans ses domaines de réussite, ou à l'école dans ses domaines de réussite. Et on va aller voir tout ce qu'il met en place pour réussir à ce moment-là. Alors, des fois, moi, j'ai fait des accompagnements sur ce qu'on appelle des dialogues pédagogiques sur des parties de billard, sur du tennis, sur comment on apprend la danse, comment on apprend. Voilà. Donc, les cartes Pokémon, comme les échanges de cartes Pokémon. Je fais Oui, c'est ça, parce que tout est source d'apprentissage. On a tendance à réduire juste à la question scolaire pour avoir le bénéfice, pour que l'enfant soit en réussite scolaire, qu'il ait des bonnes notes, etc. Or, euh, bah, c'est là où, pourquoi en psychopédagogie positive, on a choisi de mettre de la gestion mentale. D'abord parce que la psychopédagogie positive, c'est une approche qui est sans chapelle. On ne va pas défendre un truc plutôt qu'un autre, on va aller chercher tout ce qui fonctionne pour en faire une approche qui est très large, ouverte et bienveillante. Mais aussi, euh, ce qui nous intéresse, c'est le chemin plutôt que le résultat, et notamment en termes de notes. C'est comment je me réapproprie le comment, tu l'as dit tout à l'heure, ce comment il est très important, le pourquoi c'est chouette, mais comment je fais pour réussir quand je réussis, comment je peux savoir que là je réussis et je vais pouvoir le rapatrier sur autre chose qui pour le moment marche moins bien mais va fonctionner mieux. Donc c'est vraiment une pédagogie de l'action et enfin, j'allais presque dire de l'empowerment, du fait de se sentir puissant dans sa manière d'apprendre. Donc ça donne, ça augmente la confiance en soi, ça augmente l'estime de soi. C'est en ça que c'est vraiment super d'avoir aussi cette entrée-là, comme tu le dis, d'un dialogue pédagogique qui va porter sur le billard, sur les Pokémon ou ce qu'on veut, mais qui va avoir vraiment ensuite du bénéfice sur tout le reste, quoi. Et puis en plus, après, c'est vrai qu'on va quand même faire un peu, je vais rassurer les Oui, oui, parents on qui. rassure les parents, On oui. va, on va un peu aussi. On part du billard ou du tennis Oui, du pas de danse ou des cartes Pokémon. Et puis après, on va accompagner, on va pas laisser le jeune faire tout seul le chemin, hein. Je vais l'accompagner pour lui dire bah, tout ce qu'on a. Tout ce que tu as découvert de tes super pouvoirs cognitifs oui, oui, euh, dans les cartes Pokémon ou au tennis, etc., ben comment ça, tu vas pouvoir l'utiliser. On va chercher ensemble. On va chercher ensemble. Ça, oui, c'est vraiment, j'y tiens aussi. C'est qu'on cherche ensemble. Moi, j'ai pas de règles. Je ne sais pas, moi. Au départ, moi, je ne sais pas comment l'autre apprend. Euh, j'ai un éventail de possibles parce que j'ai appris, j'ai un éventail de possibles, mais je ne sais pas comment l'autre va s'approprier les choses. Je ne sais il pas n'y a qu'est-ce qui est rien de important pour lui. prédéfini, il n'y a pas de processus petit un, petit 2, tu rentres dans le process. C'est ce on en a parlé avec d'autres intervenants, de dire que dans une approche en psychopédagogie positive, ce qui va nous importer vraiment, c'est questionner, 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 accompagner, faire avec, voilà, cheminer ensemble et pas faire rentrer dans des protocoles tout prêts parce que personne ne ressemble à personne d'autre. Donc c'est ça qui est intéressant et ce que disait aussi Antoine de la Garandrie. On en prend deux qui réussissent formidablement, ils vont pas prendre le même chemin pour y arriver, quoi. Ils ne prennent pas le même chemin et ce qui est intéressant, c'est de découvrir. Alors, c'est pour ça que c'est super agréable et à la fois d'être apprenant en gestion mentale et Ouais, d'être accompagnant en gestion mentale, hein, parce que l'accompagnant et l'accompagné prennent du plaisir et c'est toujours parce que bah, l'accompagnant, on est vraiment dans la découverte de l'autre et on va chercher avec l'autre, chercher à l'aider en le découvrant, dans un grand respect de ce qu'on appelle la différence cognitive, c'est comment ouais, lui, en tant que personne unique, va mettre en place des choses dans sa tête qui vont lui permettre d'apprendre à vivre, d'apprendre d'être dans le monde, ouais, d'être un humain dans le monde. Et puis, bah,
Moi, j'ai jamais d'élèves qui sont pas contents de venir. C'est super, c'est Oui, génial. ouais, Voilà, parce que ils découvrent des choses sur eux. Ils gagnent de la confiance. Je- voilà, et du coup, ils découvrent. Alors, voilà, le but, c'est pas forcément, même si en général les notes augmentent au bout d'un moment, mais c'est pas de la méthode pour réussir la prochaine interro, hein. oui, C'est vraiment, bah, comment tu vas pouvoir mettre en place des choses, utiliser au mieux ta tête oui, pour pouvoir euh, progresser. Et puis des fois, ça ne donne pas de résultat immédiat, mais c'est aussi la gestion mentale, ou en fait les pratiques de gestion mentale, on va dire ça, c'est pour toute la vie. Parce qu'une fois qu'on a appris à, oui, c'est vrai. on sait comment on fonctionne, bah, on peut l'utiliser dans tous les champs de la vie et puis toute la vie, tout au long de la vie. Moi, je dis Oui, toujours, moi, la première chose à gagner en gestion mentale, c'est d'arrêter de perdre ma voiture dans les parkings. Et ça, quand oui, c'est vrai. super agréable. C'est ça. Là, Ah, mais c'est vraiment, vraiment d'en savoir comment on fait pour retrouver sa bagnole. C'est quand même intéressant, mais tu as raison de ça. Moi, quand tu es en train de parler, là, je me revient en mémoire un stage de gestion mentale. Donc, je me suis aussi formée à la gestion mentale, pas aussi loin que toi, c'est toi la spécialiste, mais je me souviens d'un stage de gestion mentale autour des mathématiques et où je découvre adulte que finalement, j'ai rien compris à la soustraction. Et à la fois, Mhm. c'est une douleur de le réaliser, mais une joie de pouvoir mettre la main dessus. Donc, je raconte un peu ça. La formatrice dit, imaginez, voilà, des apéricubes et vous allez faire 19, c'était, non, 18 moins 9. Et moi, dans ma tête, dans ma tête en image, j'ai un cinéma, je vois 18 apéricubes et à côté, j'en vois 9. Et en fait, je comprends qu'en fait, et tout d'un coup, je réalise que j'ai trop d'apéricubes. Parce que, et ça me, tout d'un coup, mais j'ai un coup de désespoir en me disant, mais je suis complètement à côté de la plaque, quoi, dans ma représentation mentale. Je suis à côté, puisque, en fait, j'ai 27 apéricubes, là où il devrait y en avoir que 18. Et 18 moins 9, c'est 18 apéricubes, alors tel que je le conçois moi, c'est-à-dire je les vois en petite table, hein, comme ça, et ma main qui vient en retirer 9. Cette Mhm. chose-là, même si elle m'a sur le coup mis un petit coup au moral, mais m'a permis de comprendre ce qui avait pu coincer dans mon parcours, ça m'a permis d'accompagner ma plus jeune fille qui a un fonctionnement qui est assez proche du mien et j'ai refait cette chose-là et pour l'accompagner à modifier, donc faire avec elle et modifier en disant, voilà, c'est ta main qui vient prendre ces. Donc, c'est vraiment pour tout le monde parce que je trouve ça génial à n'importe quel âge de la vie de comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on nous dit quelque chose, quand on lit un mode d'emploi, quand on gare sa voiture et qu'on espère la retrouver. Eh ben, je trouve ça absolument génial d'être en capacité de pouvoir savoir comment on opère les choses. Moi, je gare ma voiture et mentalement, je prends des photos et je me souviens que c'était telle couleur, qui a écrit G19, la place G19, admettons, et je sais absolument comment la retrouver avec facilité. Mais si j'explique ça à mon mari qui ne fonctionne pas du tout comme moi, il me dit non, mais tu m'as perdu, c'est n'importe quoi. Donc, ça permet aussi d'aller vers l'autre. Il y a un dialogue qui se fait avec l'autre parce qu'on ne peut pas lui dire, mais si, voyons, c'est facile, imagine dans ta tête, tu vois bien, etc. Tout ce qui n'est pas la langue de l'autre. Il y a quand même une langue d'apprentissage qu'on va aider à découvrir, quoi. Oui, oui, enfin, alors, et moi, alors, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que moi, j'étais persuadée avant de faire la gestion mentale, tu sais, dans les grands classements, alors, je veux pas trop parler de visuel auditif parce que, en fait, la Non, gestion non, non, mentale, sans, c'est sans être élevé à là-dedans. ça. Voilà.
c'est souvent réduit à ça, alors Oui, c'est que trop réduit à ça. voilà, dans les fonctionnements cognitifs, il y a tellement d'autres choses. Oui, Mais oui, c'est vrai que moi, j'étais bon, je ne savais pas trop comment je fonctionnais. J'étais plutôt bonne élève, donc voilà, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, mais j'étais persuadée bah, d'avoir bah, un peu des images dans la tête et que si je regardais ma place de parking, bah, oui, que j'allais pouvoir la retrouver. Et en fait, eh bien, pas du tout. C'est pour ça que je la perdais tout le temps. C'est-à-dire que c'est moi, si je ne me raconte pas où est garée ma voiture, oui, bah, j'ai j'ai besoin de me raconter. Alors, j'ai besoin de me raconter le 25B15 de l'emplacement. J'ai besoin de me raconter la couleur. J'ai besoin de me raconter le chemin que je prends pour sortir du parking. Parce que, et une fois que j'ai su ça, qu'il a fallu que je devais me le raconter, c'est assez facile, hein. Il suffit que je me le raconte. oui, oui. Il suffit que j'ai ma voix intérieure qui me dit, oh, bah, tu es garé au 25B15 Et aujourd'hui bla, et bla, tu bla, te bla, ta petite et voix off. blablabla. Ce qui est J'ai intéressant ma pour petite. les parents qui nous regarderaient, là, de dire, euh, de comprendre que ce qui se passe dans la tête de votre enfant n'est pas forcément ce qui se passe dans la vôtre. Et ça permet de faire descendre la tension au moment des devoirs, des temps d'apprentissage, etc., où on se dit, mais c'est pas possible, mais il comprendra jamais rien. Est-ce que mon enfant est idiot? Non, non, personne n'est idiot. Tout le monde est plutôt bien intelligent, mais il faut aller se rencontrer au milieu du pont et voir si notre langue d'apprentissage est la même ou comment on fait pour que l'autre me raconte ce qui se passe dans sa tête et que moi, je lui raconte ce qui se passe dans la mienne, que je traduise peut-être, que j'apprenne à traduire de manière à ce que on puisse avoir un vrai dialogue sans partir dans les tours où là, émotionnellement, on n'en peut plus et on s'énerve. Et en fait, à revenir à un dialogue cognitif qui va vraiment nous permettre de nous comprendre et d'avancer ensemble, quoi. Et ça, ça n'est pas impossible en tant que parent. Nous, on l'a fait avec nos enfants, on le fait avec ceux qu'on accompagne. Donc, c'est quand même important de le savoir. Et j'allais dire, c'est rassurant, quoi. C'est une vision très optimiste des choses, de savoir ça. Alors évidemment, enfin, le questionnement pointu du Oui, praticien, ça, c'est on n'est pas oui. du tout là-dedans. Mais déjà d'être dans cette posture de, d'accueil, comment et de curiosité. Ah tiens, comment tu fais dans ta tête? Et on peut le faire sous forme de jeu, hein, on peut le faire, Oui, dire, les fameux mots qu'on utilise, hein, oui. si je te dis chocolat, toi, chocolat, comment ça existe dans ta tête? Trésor, comment ça existe dans ta tête? Ah oui, toi, bah, il y a ça dans ta tête, on le fait souvent Oui, au café, hein. Comment ça est... Toi, ah bah toi, toi, c'est le chocolat, tu vas, t'as le goût, t'as la plaquette de chocolat, t'as le placard de la cuisine, de notre cuisine dans oui, ta c'est ça, tête. oui. Euh, Ou alors, bah, il y a le mot chocolat qui apparaît dans ta tête, ou c'est Charlie et la chocolaterie. J'essaye de trouver tout ce que j'ai Il y a entendu mille sur Charlie. choses, le gâteau au chocolat de ma grand-mère, même Et puis, parfois juste la question du réconfort, me sentir réconfortée, etc. et puis, je peux me le raconter, c'est ma voix, c'est ta voix, etc. Enfin, il y a des tas de choses. Et déjà, d'être curieux, de se dire, ah ben toi, tu fais ça. Et puis, c'est la même chose sur un triangle, hein. Oui, Un triangle, pour toi, comment un triangle existe dans ta tête? oui, Euh, des personnes, ben, le triangle, c'est la sensation des sommets. oui, Des, c'est ça. des- des- hein. Et ils ne voient pas de triangle dans leur tête. Ouais, Ils ne peuvent pas photographier un triangle dans leur tête. moi, j'aime Les bien couleurs. utiliser ça, ouais. J'aime bien utiliser ça en conférence, de faire vivre ça quand je fais des conférences à destination des parents. Par exemple, le mot chocolat, donc de leur dire qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Et puis après, de dire qui a vu une tablette qui flotte ici. Alors, il y en a quelques-uns qui répondent. Je dis, bah, ça, c'est la bonne réponse, c'est la mienne. Pour leur faire, pour les aider à comprendre que, en général, on se dit, bah, bon, ça, c'est normal, c'est la chose normale. Moi, j'ai la tablette qui flotte à peu près ici. Donc non, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a jamais une bonne réponse, hein.
sur ce qui se passe dans notre tête. Et c'est ça que la gestion mentale amène, c'est que c'est notre manière d'attraper le monde, comme tu disais au départ. Et il n'y a pas j'ai raison, tu as tort. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est ouais, très respectueux de l'autre, très inclusif. J'adore cette approche. Et il y a des moments où moi, je vis des choses, enfin, en tout cas, c'est très touchant parce qu'il y a des personnes des jeunes et des adultes, Ouais. qui d'un seul coup, enfin, il y a vraiment des effets libératoires, hein, comme Oui, tu racontais tout à l'heure, l'histoire de la soustraction, mais des personnes qui, les larmes aux yeux, disent: Ah, je suis normale, oui, je exactement. je suis normale, alors je ne suis pas fou si j'entends ma voix dans ma tête, je ne suis pas fou quand je me parle dans ma tête. Je dis, Ah, me voilà rassurée, moi non plus, je ne suis pas folle On qui se me réconcilie avec sa façon de faire. Comme on serait. à l'école, on nous dit ce qu'il faut, enfin, voilà ce que vous allez apprendre, mais on nous dit pas comment on doit faire, et qu'on a l'impression que les autres ont une méthode que nous, on n'a pas. On a tendance à se sentir en décalage, et je pense que tout le monde a tendance à se sentir en décalage et à se dire, ben, moi, j'y arrive pas, c'est que je dois pas être normal, etc. Donc, on se réconcilie avec son propre mode de fonctionnement. Et ça, c'est d'abord, c'est soulageant parce qu'on arrête de se blâmer. Et puis, ça assoit une confiance en disant, bah, peut-être que ma façon de faire peut paraître très originale à d'autres, mais c'est la mienne et elle fonctionne pour moi. Donc, il y a quand même Mhm. quelque chose qui est puissant là-dedans parce que on arrête de lutter contre soi-même. Et on arrête de lutter enfin, et on apprend à se servir. Ouais. Hein, voilà. Et on apprend à se servir de ses ressources, de son matériel, de ce qui a bien fonctionné, puisqu'on a appris plein de choses. Enfin, tous les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils ont déjà appris plein de choses. Qu'est-ce que tu dirais que la gestion mentale n'est pas? Parce que parfois, tu vois, quand la découverte des neurosciences, la découverte des histoires, cerveau gauche, cerveau droit, il y a des gens qui disent, ah, je suis cerveau droit, mais non, on n'est pas que cerveau droit. Enfin, c'est métaphorique ce truc. Donc après, il y en a qui ont tendance à utiliser de façon abusive des concepts. Et Mhm. moi, j'aimerais bien que tu puisses nous dire ce que n'est pas la gestion mentale et de manière à ce qu'on comprenne bien ensuite euh, bon, ça sera la question suivante, mais qu'est-ce que tu amènes aux praticiens, praticiennes en psychopédagogie que tu formes chez nous? Qu'est-ce que tu leur amènes spécifiquement? Et donc, qu'est-ce que c'est la gestion mentale? On l'a bien vu, mais qu'est-ce que ça n'est pas? Qu'est-ce que ça va pas amener? Alors déjà, c'est pas une méthode. Ouais, C'est pas une méthode. Et malheureusement, la gestion mentale a été dévoyée euh, par certaines personnes qui en ont pris qu'un petit bout, oui, qui ont pris c'est pas une typologie. Il y a pas des typologies d'apprenants oui, auxquels on doit proposer certains types de supports d'apprentissage et certaines méthodes d'apprentissage pour qu'ils fonctionnent bien. Alors, c'est pas du tout dans l'état d'esprit de la gestion mentale. La gestion mentale, au contraire, c'est d'aller mieux utiliser, de proposer à l'autre de mieux utiliser ses ressources pour pouvoir justement pouvoir faire face à tous les types d'apprentissage qu'il va rencontrer dans sa vie. Hein. mhm, Donc, c'est pas ni adapter les supports d'apprentissage, alors pour lui, il faut lui donner des documents visuels, etc. etc. oui, c'est ça. C'est au contraire voilà, donner la capacité à pouvoir faire face à toutes les situations d'apprentissage de la vie. Oui, donc c'est Donc, pas des étiquettes déjà. On n'est pas, moi je suis écoutez, visuel, moi je suis auditif, moi je suis machin. Déjà ça, faut oublier ce truc-là. On a des préférences d'évocation dans notre tête, mais on peut pas être étiqueté, quoi. Donc ça c'est déjà chouette. et puis le but, c'est au contraire de développer, Oui, oui, c'est ça. Oui, d'être oui, bien sûr. appris, de pouvoir développer, d'enrichir Oui, oui. ses capacités, et pas de s'enfermer dans des catégories. Donc c'est Oui, vraiment l'inverse de l'état d'esprit de la gestion mentale. C'est pas non plus une méthodologie. Alors moi, pour
Alors toi, voilà, il faut que tu fasses ça ou il faut que tu fasses ça. Moi, j'ai pas la méthode, je ne sais pas à Ouais, la place de l'autre. ouais. Voilà. Euh, je trouve que, enfin, c'est les choses essentielles. La gestion mentale, voilà. Dès que vous avez des praticiens ou des personnes qui vont vous dire, je vais vous, euh, quelquefois, j'ai eu des demandes comme ça, faites un diagnostic gestion mentale. Oh, Oui, diagnostic c'est ça. gestion Ouais. mentale. Et on veut te faire Je- rentrer dans une case et c'est impossible. je- Voilà, je ne vais pas faire de diagnostic gestion mentale. Oui, Voilà, la gestion mentale, c'est une méthode d'accompagnement. Voilà, c'est une façon d'accompagner avec un corpus théorique, avec des choses évidemment, des références, et une façon d'accompagner et de transmettre. Mais ouais. c'est pas absolument pas. Voilà. Donc ça, vraiment, je trouve que Oui, le oui, plus c'est ça. Ça important. définit la gestion mentale, elle définit pas non plus euh, la réussite ou l'échec. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment, il n'y a pas de diagnostic ou de pronostic. Moi, je suis toujours un peu effarée sur des raccourcis comme ça qu'on peut entendre en disant, oh là là, votre enfant, c'est sûr qu'il va redoubler ou il ne va pas pouvoir faire une autre carrière qu'un métier très manuel. Je repense à un ami qui a une agrégation en philosophie et en cinquième, on disait, ah non, mais lui, il ne pourra pas suivre en général. C'est impossible. Il est très manuel. Alors, en fait, il s'avère que, bah, il ne s'est pas bricolé, mais que quand il a découvert, les parents ont insisté pour qu'il fasse un, un cursus dans le général, et quand il a découvert la philosophie en terminale, ça a été une révélation. Donc, il n'y a pas de prévisionnel, comme ça, de prédictibilité. Donc, ça, il faut sortir de ces histoires-là parce que ça enferme, ça coupe des potentialités et c'est horrible, quoi, en fait. On place un, hop, réussite, pas réussite, hop, tu vas aller dans telle filière, on va t'orienter là. Donc, il y a pas de ça en gestion mentale. Ça ne raconte pas cette chose-là. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien que tu nous dises, voilà, ce que tu amènes dans cette. On a fait le tour, voilà, on fait le tour dans ce sommet de ce qu'est une pratique en psychopédagogie positive. Et quand on a créé ce parcours, il nous a semblé important qu'il y ait une initiation, une base sur cette question-là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est important pour toi à amener aux futurs praticiens, praticiennes? Qu'est-ce que tu les aides à... Alors, on sait qu'elles le testent et ils le testent sur eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que tu leur amènes? Alors, alors, moi j'ai 3 jours. Bon, j'ai 3 jours d'initiation. Euh, En fait, ce qui est très important pour moi, c'est de transmettre déjà euh, j'allais dire cette sensation, cette expérience de la vie mentale, cognitive. Voilà, alors, c'est à la fois important pour moi de le transmettre aux futurs praticiens en psychopédagogie positive, mais pour qu'elles puissent Oui. euh, avoir cette pratique-là auprès des enfants, des jeunes ou des adultes qu'ils accompagnent. C'est que, leur faire découvrir, expérimenter leur vie mentale cognitive. Ouais. Alors, du coup, donc je fais pratiquer des tas de petites expériences, ce qu'on appelle des tâches, gestion mentale ou des activités, on dirait dans un langage 2025. Euh, on leur fait pratiquer plein d'expériences, d'activités qui va les amener à découvrir leur propre vie mentale cognitive, tout ce qu'elles mettent en place ou ils mettent en place spontanément, et puis avoir une idée de la diversité des fonctionnements cognitifs et que, quel que soit son chemin, on, on peut y arriver. On peut réussir une activité en passant par des chemins qui sont uniques, singuliers et qui sont ses propres chemins. Mhm. Donc voilà, donc cette expérience de je vais aller voir non pas ce que je ressens Mhm. euh, émotionnellement, parce que ça, c'est des choses Oui. maintenant qu'on est très habitué à faire. Oh, ben, comme
je vais aller voir quelle est ma météo, comment je me sens, etc. Non, là, moi c'est aller voir qu'est-ce qui existe dans ma tête. Comment ça existe dans ma tête. Donc, quand je lis une phrase, Oui, ben, comment le sens de cette phrase existe dans ma tête, ou comment je suis capable de la réécrire. Et quand je veux réécrire une phrase, ou quand je veux me raconter l'histoire de la phrase, ben, je vais peut-être pas faire la même chose dans ma tête. Qu'est-ce que je vais utiliser? Euh, voilà, c'est les fameuses croyances. Euh, voilà, je passe aussi beaucoup de temps à un petit peu aller chatouiller les croyances oui, euh, éducatives qui sont, par exemple, bah, pour être bon en orthographe, faut lire. oui. Ou pas. Ben, ça dépend. Ou pas, parce que quand je lis une histoire de pirate et que je m'imagine un bateau, des Oui, pirates, oui, euh, voilà, ça m'aide pas à écrire pirate. oui, oui, je ne suis pas en Ça train de faire m'apprend de l'orthographe. Ouais, ouais. ça m'apprend pas à accorder le sujet avec le verbe. Oui, c'est Euh, peut-être une action, c'est vrai. c'est, c'est- Donc, donc voilà, c'est vraiment la découverte de la vie mentale. Et puis, comment on fait pour être attentif? Finalement, voilà, on sait que l'attention est un vrai sujet, hein, puisque c'est la porte d'entrée de la vie mentale. C'est la porte d'entrée de. Sans attention, ben, il n'y a pas de vie mentale. Donc, c'est la porte d'entrée. Et puis, c'est cette porte d'entrée-là qui est très, très mise à mal dans notre société. Euh, on parle beaucoup des soucis d'attention chez les enfants, mais chez les adultes, c'est la même chose. Ouais. Je crois qu'on a tous constaté qu'on était de moins en moins attentifs, même si on n'avait absolument pas de problème d'attention jeune, ben, on est de moins en moins, on a de plus en plus difficile d'être attentif. Oui, de Donc, de mobiliser son savoir attention. comment, comment je vais volontairement, qu'est-ce que je dois faire dans ma tête pour être attentif, euh, voilà, ça c'est pareil, voilà. Comment, voilà. Comment je vais rentrer dans ma vie mentale, comment je vais pouvoir être acteur de ma vie mentale, qu'est-ce que je vais pouvoir volontairement faire ou ne pas faire dans ma tête pour pouvoir faire exister le monde dans ma tête et faire exister l'exercice de maths, Mais, la poésie ou ou le sujet de philo, hein. Voilà, et puis aussi, on est... le pourquoi je fais les choses, je pense que tu abordes aussi cette histoire-là, par exemple, d'un projet de compréhension, d'un projet de mémorisation. C'est, on a beaucoup, toi et moi et tous les autres, on a dans nos cabinets des jeunes qui disent, c'est bon, j'ai compris. Mais c'est bon pourquoi? C'est bon pour ta compréhension, mais pour ta réutilisation, il y a peut-être un sujet là. Donc, il y a aussi, c'est apprendre à questionner le pourquoi on fait les choses aussi. Oui, alors le pourquoi en termes de pourquoi faire. Oui, pourquoi faire? Pourquoi, Oui, hein. oui, pourquoi Alors, en l'utiliser? gestion mentale, on est très long. On ne cherche pas les causes. On ne cherche pas Non, non, pourquoi une les causes, personne. non, mais dans Le quel but? projet. Dans quel but je vais le Voilà. faire? Ouais, C'est ce qu'on appelle le projet. Oui, oui, ouais, je ouais. parle beaucoup du projet, parce que le projet est à la base et pas d'activité mentale, enfin pas d'activité tout court d'ailleurs, sans projet et pas d'activité, enfin l'activité mentale Donc ça, est c'est aussi intéressant orientée par pour les parents qui nous écoutent sur cette histoire de projet. Moi, je me souviens d'un petit gars qui était venu me voir parce qu'il apprenait bien ses mots de vocabulaire. Puis le lendemain à l'école, il n'y avait plus rien. Il n'arrivait pas à les redire. Et la mère disait, je ne comprends pas parce qu'on les a bien appris hier, il savait me les dire, etc. Donc j'ai beaucoup questionné le comment il faisait déjà pour réussir à mémoriser. C'était quoi sa façon de faire et tout ça. Et tout ça, ça tenait bien. Puis tout d'un coup, illumination, je lui dis, mais en fait, pourquoi est-ce que tu apprends tes mots? Il dit, bah, je les apprends pour savoir les dire à maman. Donc, il les apprenait pour un quart d'heure après. Donc, voilà, les parents, là, qui nous écoutent, pensez bien à ça, parce que très souvent, les enfants, ils apprennent leurs leçons, leur poésie, leur machin, là, ils font l'exercice, juste pour que vous soyez satisfait ou pour qu'ils vous montrent qu'ils savent le faire. Mais
s'ils ne placent pas leur projet de mémorisation à plus long terme, bah, dans la nuit, ça s'efface, hein. Le cerveau, il a besoin de place pour d'autres choses. Donc, le lendemain, alors qu'il le savait parfaitement à 18 heures, bah, le lendemain matin à 9 heures en classe, il va y avoir une partie qui se sera effacée. Donc, il a simplement suffi de dire, bah, écoute, c'est super, tu vas apprendre pour savoir dire à maman, puis tu vas t'imaginer que tu vas apprendre aussi pour t'en souvenir demain, pour que quand le maître va faire sa dictée de mots, tu sauras aussi, etc. Bah, voilà, ça a été remis en place assez rapidement. Donc, c'est pas magique, mais simplement, parfois, il faut aller chercher les ressorts. Et nous, ce qu'on fait vivre effectivement, et c'est vrai pour la gestion mentale, et c'est vrai pour toutes les autres modules de formation pendant cette formation, c'est qu'on fait vivre aux praticiens, praticiennes en psychopédagogie positive, on les fait expérimenter pour eux-mêmes. On ne va pas rester dans de la théorie et des process, on les fait expérimenter pour eux-mêmes, donc c'est ancré dans le corps et après ils l'expérimentent pour pouvoir le réutiliser avec ceux qu'ils accompagnent. Et ensuite, comme je dis toujours, on offre une palette suffisamment large pour donner l'envie et être en capacité d'accompagner. Et ensuite, certains vont avoir envie d'aller creuser et d'approfondir, alors soit la gestion mentale, soit la PNL, soit autre chose, mais en fonction de leur goût et de leur appétence, quoi. Donc, Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la complémentarité de toutes les disciplines, hein. ouais. C'est l'ouverture sur, voilà, enfin, la pratique de la psychopédagogie positive s'appuie sur justement la complémentarité. Et c'est ça que je leur envie, parce Ouais, que je n'ai pas cette complémentarité. tu avais la conversation. Alors, pour clore notre entretien, si tu avais un conseil ou un message à passer aux parents déjà, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu penses important d'entendre en tant que parent? Et puis après, je te demanderai la même chose pour ceux qui se disent, waouh, tiens, en tant que professionnel, j'ai envie d'ajouter la PPP+, la psychopédagogie positive, comme complément à ma pratique. Et ça serait quoi aussi? Alors, pour les parents, c'est presque une pratique que je trouve intéressante. C'est d'ouvrir tout petit au fait, d'ouvrir les enfants au fait que, ils peuvent être acteurs de ce qui se passe dans leur tête. Alors, du coup, enfin, il y a quelque chose que j'invite les parents à faire, c'est que il y a la fameuse histoire du soir. Hein. Ben, voilà, c'est cette histoire du soir. Alors souvent, on fait une histoire différente chaque soir. Et en fait, j'avais pratiqué avec mes enfants et que je trouve que c'est très intéressant. Elles s'en souviennent encore et elles sont Un grandes. peu grande, un peu grande maintenant. Un peu grandes. C'est de lire une histoire à épisode. Voilà, de lire un morceau un jour, voilà, de prendre un livre un peu, voilà, un peu, alors donc ça peut être Alice au pays des merveilles enfin, il y a des ouvrages comme ça qui sont une histoire épisode, et et du coup, ça va être l'occasion de, de chaque soir, avant de commencer l'épisode suivant, d'aller poser la question, ben, finalement, qu'est-ce qui te revient dans ta tête? Mhm. Qu'est-ce qui te revient de l'histoire? Voilà. Et surtout de rajouter comment ça te revient. Mhm. Parce que le qu'est-ce qui te revient, ça, on est habitué à poser la question. Mais d'aller instaurer un petit dialogue comme ça, mais ça dure 5 minutes, hein, c'est vraiment, je suis pas en train de vous prolonger cette histoire du soir, mais de dire, parce que des fois, bon, on est un peu fatigué le soir, hein, Ouais, ça je m'en souviens, mais c'est de dire, qu'est-ce qui te revient? Alors voilà, où on était Alice à ce moment-là, hier soir, ou la dernière fois qu'on a lu l'histoire, qu'est-ce qui te revient, etc. Et c'est surtout, mais comment ça te revient? Est-ce que tu la vois, Alice? Est-ce que tu réentends ta voix? Est-ce qu'il y a des mots qui te reviennent? Est-ce que tu me réentends moi en train de le raconter? Sous quelle forme? Est-ce que tu vois des mots? Est-ce que tu vois, bah, suivant l'âge, hein, euh, est-ce que, et comment ça te revient? Et de rajouter le comment toujours.
Et pareil, quand vous faites réciter une poésie ou des tables de multiplication ou des mots invariables, c'est toutes les étapes, des joies. les joies, des devoirs, des leçons. Ouais. Euh, eh ben, c'est rajouter à la question quoi, qu'est-ce qui te revient, comment ça existe dans ta tête? Mais comment tu fais pour... Et comment tu fais et comment ça existe, comment c'est là présent dans ta tête, ce dont tu te souviens, comment c'est présent et comment tu pourrais mettre ce dont tu te souviens pas, par exemple. Et puis vous pouvez partager, vous, comment ça existe dans ta tête, comment ça existe dans votre tête. Parce que quand Oui, vous apprenez la poésie, vous apprenez aussi un peu la poésie avec votre enfant. ouais. Donc, vous, comment ça pourrait exister dans votre tête? Voilà. Ce Donc, comment-là, c'est de le faire exister très tôt, parce que ça donne, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il a le pouvoir et il comprend qu'il y a quelque chose, son activité, il a une vue sur son activité cognitive et il commence voilà, à être un peu plus puissant et avoir un plus grand pouvoir d'agir. Et pour finir, si tu devais parler à toutes celles et ceux qui se disent, ben, tiens, cette approche en psychopédagogie positive, elle est intéressante, soit il y en a qui se reconvertissent, mais aussi pour ajouter ça à leur pratique, euh, ça serait quoi le message que tu voudrais leur faire passer ou le conseil que tu leur donnes? alors, conseil, j'ai un petit peu de mal parce que j'ai du mal comme ça à dire un conseil général à Oui, tous. Mais le message, c'est pas tellement dans mon, pas très conseil, moi. Alors, je suis un peu trop psy pour être conseil. Mais alors, voilà, pardon. Mais le message, ce serait que je trouve que enfin, cette formation pour. J'ai vu, je les ai tous vus passer depuis le début, oui, puisque j'étais là depuis le début. ouais, Euh, 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 je, je- je- je trouve que c'est une formation qui est un une formidable façon de travailler la posture, de travailler le questionnement, de travailler euh, l'accompagnement au sens noble du terme. Parce que c'est vraiment je trouve, le parcours emmène sur ce chemin-là. Et pour avoir des fois même retrouvé des praticiens plus tard, ou ceux qui voulaient faire un peu plus de gestion mentale et pour les avoir retrouvés après, et c'est ce qu'on me dit, ce que d'autres personnes hein, me disent aussi, des collègues, me disent, c'est la posture qui est vraiment un apprentissage, une réussite dans ce parcours. La grande, enfin, je trouve que ce qui est majeur, c'est la posture parce que finalement, le contenu, euh, on apprend tout au long de notre vie. On continuera à apprendre et quand on est dans la relation d'aide, quand on est dans l'accompagnement, on ne s'arrête jamais d'apprendre. ajoute d'autres outils, d'autres approches. On rajoute. Et ça, bah, il y a plein de façons d'apprendre. Et ça, c'est assez, voilà, j'ai envie de dire que c'est facile d'aller chercher d'autres outils, d'apprendre d'autres outils. Oui. À partir du moment, c'est facile, à partir du moment où la posture est d'accueil de l'autre, d'accompagnement, de, de, de marcher à côté de l'autre, Ouais. d'acceptation, de douceur, de bienveillance est en place. À partir de ce moment-là, tout est possible. Et donc pour moi, c'est vraiment, vraiment la grande force de ce parcours. Euh, et également la variété également, Ouais. mais c'est la grande force. Voilà. Et merci infiniment, Valérie. J'espère que ben, voilà, cette ouverture sur la gestion mentale, ça permettra à plein de parents euh, oui, de mieux comprendre cette question de l'apprentissage et de sortir d'un formatage dans lequel on a été mis. Hein, donc, quand on rentre à l'école, comme on ne se questionne pas sur le comment, ben, on avance et puis après on fait ce qu'on peut avec nos enfants. Et donc c'est bien d'avoir cette ouverture-là. Et merci à toi d'avoir partagé tout ça. Ben, retrouvez-nous pour la suite de ce sommet. J'espère que cette conversation vous a plu. Et Valérie, ben, moi je te dis à très bientôt. À bientôt, Isabelle.